C'est un rare privilège pour Mémoire vivante que d'accueillir sur la chaîne Histoire le récit exceptionnel d'une destinée hors série et d'une vie incomparable. Le témoignage de Simone Veil traverse le nouveau siècle qui a commencé avec la fin de la guerre. Mais pour elle et sa famille, il s'ouvre plus tôt et par une tragédie, la déportation à Auschwitz où elle connaîtra avec sa mère et sa sœur l'absolu de l'horreur. Elle sera sauvée par cette vertu de courage qui dominera toute sa carrière dont les étapes appartiennent à l'histoire contemporaine. La politique de la santé et la réforme de l'IVG, les élections européennes et la présidence de l'Assemblée de Strasbourg, l'inlassable combat pour la cause des femmes partout dans le monde, la mémoire de la Shoah pour que l'inimaginable ne soit jamais oublié. Autant d'événements novateurs que Simone Veil nous fait revivre avec cette humaine simplicité qui explique la constance d'une admirative et affectueuse popularité. Un autre épisode assez étonnant, c'est que votre mari, Antoine, est nommé à un poste, et où cela, en Allemagne, à Wiesbaden, au consulat français. Et 5 ans après votre retour, vous repartez pour quel pays étranger? Pour l'Allemagne, c'est-à-dire pour le pays de vos bourreaux. Comment avez-vous été accueilli là-bas? Comment cela s'est passé? Je veux dire, c'était l'occupation. Ça veut dire qu'en fait, on ne voyait pratiquement pas d'Allemands. Nous étions en zone américaine, donc logés par... c'était l'armée américaine. Travaillait au consulat qui était en même temps chargé des problèmes de l'occupation de Wiesbaden, puis ensuite de Stuttgart. Et on était tout à fait dans un... Sauf quelquefois pour faire quelques courses quand on voulait des choses fraîches, mais sans ça, nous n'étions pas du tout en relation avec les Allemands. Pas du tout. Et par la suite, vous avez eu le sentiment, lors de vos contacts, qu'ils savaient ce qui s'était passé? C'est une question très difficile, parce que moi je pense, je pense justement au circuit qu'on a fait dans ces wagons ouverts, qui s'arrêtaient dans les gares, où on descendait tellement de cadavres, où on voyait qu'il y avait des femmes et des hommes de tous les âges, dans l'état où étaient ces cadavres, enfin, qui étaient effroyables. Les morts vivants. Les morts vivants. Enfin, des morts il y avait les morts vivants qui étaient en nous et les autres qui étaient vraiment des cadavres. Les cadavres, ils voyaient que c'était des squelettes, enfin que c'était quelque chose d'épouvantable. Et puis quelquefois même, ils voyaient ce qu'il y avait dans les wagons, puisqu'on passait en Allemagne très souvent pour passer sur les rails. Il n'y a pas des souterrains dans les gares, mais au contraire des passages au-dessus des voies. Donc très souvent, on voyait des gens qui regardaient. Moi, je me souviens très bien. Alors ça, c'est une des rares choses dont je me souviens de façon très précise au cours du voyage. C'est une femme pleurant en voyant passer un train. Et donc, on se dit, il y a beaucoup de gens, puis des camps, il y en avait partout, un certain nombre de gens qui y travaillaient. C'est très difficile de penser qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'aient su. Mais en même temps, le régime policier était tel et de terreur, que les gens, je crois, avaient peur de parler. Et qu'ils étaient dénoncés par leurs enfants, par leurs conjoints éventuellement. Enfin, il y avait que je pense que pas à cause de cette peur, les gens parlaient tout de même moins qu'on ne pourrait le croire. Et donc, ils arrivaient à cantonner un certain silence. Plus que peut-être... c'est une question qu'on peut toujours, se poser, mais moi on m'a raconté, justement, j'étais à Berlin, là, quelqu'un me racontait qu'il y a eu des Juifs allemands qui se sont cachés, il y en a eu 2000 qui survivaient à la fin de la guerre, et qui survivaient aidés par des Allemands non juifs, cachés, etc., et qu'eux-mêmes ne savaient pas exactement ce qui se passait. C'est tout à fait... je crois que des régimes totalitaires avec ces systèmes policiers, heureusement, on ne se rend pas toujours compte aujourd'hui de ce que ça peut représenter d'horreur comme délation, comme... on l'a vu, il y en a eu d'autres, il n'y a pas eu que celui-là en ce qui concerne la police, la répression... Revenu à Paris dans les années 50, vous envisagez d'être avocate et puis, sur l'insistance de votre mari, vous choisissez finalement la magistrature. Vous estimez aujourd'hui encore que c'est la plus belle des professions? J'ai été très heureuse comme magistrat, mais je veux dire, j'ai une carrière un peu particulière parce que j'ai toujours été à la chancellerie, je n'ai pas siégé dans un tribunal.
Ce que je regrette d'ailleurs, mais c'est tout de même pour être dans une juridiction que j'avais envie d'être magistrat. Mais j'ai passé 7 ans à l'administration pénitentiaire. C'était à la fois très lourd, très pénible, parce que les prisons françaises que j'avais souvent l'occasion de visiter étaient vraiment abominables. J'espère qu'elles ont disparu, je crois qu'on n'imagine pas ce que c'était. Je recevais des lettres de détenus qui s'étaient évadés, puis qui disaient maintenant, je ne sais plus comment m'en sortir, ou bien qui venaient me voir même. Je suis en état d'évasion, j'ai même pas d'argent pour retourner à la prison. Enfin, alors c'était vraiment, je m'occupais beaucoup de ça. Et je m'occupais beaucoup aussi d'aller dans les prisons. Et, je parlais tout à l'heure d'économie. Il y avait même, à l'époque, nous avions en principe le rôle de... Il n'y avait pas de magistrat spécialement détaché pour inspecter la détention et les détenus. Alors c'était des magistrats du bureau de la détention où j'étais qui le faisaient. Et on n'avait même plus d'argent pour des crédits pour pouvoir se rendre en province. Pourtant, nos indemnités étaient en dehors des indemnités de train, étaient très faibles pour le logement. Et donc, on ne faisait presque plus de missions. Ce qui fait que quelquefois, quand il y avait quelque chose à voir dans une prison qu'on voulait vérifier, qui était sur le passage près de l'endroit où on se rendait en vacances, moi, je suis allée comme ça à Lyon en 62, à Montluc, où il y avait encore quelques détenus qui avaient aidé le FLN, mais qui n'avaient pas bénéficié de l'amnistie, quelques détenus français. Et puis, je suis allée une fois comme ça à Nîmes, qui était une très mauvaise prison, une grande maison centrale à Nîmes. Et nous avions la voiture, j'ai laissé toute la petite famille pendant 2 ou 3 heures à m'attendre pendant que j'étais à la prison. Alors mon mari m'a dit, tout ça, c'est plus possible. Tu deviens complètement folle avec tes histoires de prison. Tu oses en sortir, il faut que tu en sortes et fasses du droit, que tu fasses autre chose. Mais les prisons, 7 ans de prison, vraiment, ça suffit. Il m'entendait parler que de ça. Et donc j'ai fini par accepter. Il m'a dit, c'est de la paresse intellectuelle. Quand tu ne veux pas aller à la direction civile, ça te changera, ça t'enrichira. Alors j'ai accepté d'aller à la direction civile. C'était le bureau de la famille et le moment où on a rénové tout le droit de la famille. Vous avez dû rencontrer des condamnés à mort. Vous étiez déjà abolitionniste? En France, je n'ai pas rencontré de condamnés à mort. J'en ai rencontré quand j'ai été en Algérie très longuement, enfin pas très longuement, mais où j'avais vu beaucoup de condamnés à mort, notamment à Constantine, au centre pénitentiaire, où quand je suis arrivée, comme j'y allais, mandatée par Michelet, justement pour voir la situation des détenus du FLN, il m'a dit est-ce que vous voulez aussi inspecter la guillotine? Je lui ai dit non, je n'y tiens pas. Il m'a dit parce que vous savez, elle est en parfait état parce qu'on l'utilise souvent. Voilà, c'était les mots du directeur du centre pénitentiaire. Et à ce moment-là, justement, j'avais été pour voir si les nombreux condamnés à mort qu'il y avait à ce moment-là en Algérie, parce que le général, ça c'était en 1959, le général de Gaulle avait décidé de suspendre ses exécutions alors qu'il y avait beaucoup de condamnations. Et on craignait que leur vie soit menacée là-bas d'une façon ou d'une autre, soit par déjà l'OAS, qui ne s'appelait pas OAS, ou simplement par des mouvements de foule. Et à la suite de ça, on a décidé effectivement les ramener dans les prisons françaises. Vous parlez de Gaulle. Comment jugez-vous aujourd'hui, avec le recul, la réflexion, sa politique algérienne, depuis le fameux « je vous ai compris » jusqu'au référendum sur l'indépendance? C'est une page très douloureuse et qui pèse encore sur les Français qui ont été amenés à combattre, qui ont été amenés dans des conditions souvent non seulement matériellement mais psychologiquement très lourdes. Et je crois que l'Algérie aussi emporte encore le poids. Est-ce qu'on pouvait, beaucoup plus tôt, je ne parle pas dans les années 58, mais beaucoup plus tôt, faire autrement? Vous ne pensez pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que si, quand même. Peut-être que si, mais je crois que c'était peut-être possible, mais diplomatiquement, enfin, même militairement,
beaucoup plus tôt, mais que les esprits n'étaient pas mûrs pour accepter les solutions qui auraient pu être envisagées plus tôt. Les esprits, ou en tout cas les partis politiques, les différents partis politiques. Je voudrais que vous nous parliez de votre action à la direction des affaires civiles, où vous montrez ce que vous avez été toute votre vie et toute votre carrière, un grand intérêt pour les problèmes de société et surtout une volonté de réforme. Vous êtes une réformatrice d'ailleurs. On vous a comparé, par une comparaison un peu impertinente mais plutôt sympathique, on vous a appelé Mamie Rénova. Oui, oui, j'ai été un peu contre mon gré à la direction civile. On est venu un jour me dire, voilà, on cherche un magistrat pour renforcer la direction civile. Jean Foyer était à l'époque garde des Sceaux, un garde des Sceaux très réformateur. C'était lui le réformateur, même s'il n'a pas toujours... c'était un grand réformateur, non seulement du Code civil, mais du Code de commerce, enfin du droit privé en général. Et un grand juriste. Jean Foyer. Jean Foyer, oui. Et quand on est arrivé à l'adoption, qui était urgente, parce qu'il y avait une grosse affaire d'adoption dans laquelle un enfant qui avait plus de 10 ans avait dû être rendu à sa famille légitime, ce qui avait créé vraiment un drame psychologique pour l'enfant et pour les parents des deux côtés. Et Jean Foyer m'a dit, écoutez, voilà, vous avez suivi les travaux, beaucoup, il y avait des familles, des juristes, il y avait des spécialistes, psychiatres, psychanalystes, médecins et pédiatres dans cette commission. Vous avez tous les éléments, préparez un texte. C'est comme ça que pratiquement, j'ai la loi de 66, qui est la loi sur l'adoption et qui reste très peu changée depuis d'ailleurs. J'ai eu vraiment le privilège, parce que c'est un privilège, de la rédiger complètement et d'inventer d'ailleurs complètement, parce qu'elle était totalement différente de la précédente. Et surtout, je dirais que son objectif principal, c'est qu'elle évite tout conflit entre la famille par le sang et la famille adoptive, et surtout qu'elle soit conçue dans l'intérêt de l'enfant adopté. Une parenthèse dans ce récit, les événements de mai 68, comment les avez-vous vécus? D'abord de très près, parce que nous habitions à l'époque place Saint-André-des-Arts, une maison qui est en proue au début de la rue Danton, pour ceux qui connaissent cette rue, et qui vraiment donne sur la place Saint-André-des-Arts, où très souvent se confrontaient les manifestants et les forces de l'ordre, notamment les CRS. Ce qui fait que quand nous sortions et que nous avions à rentrer le soir, une fois la nuit tombée, on trouvait les camps en présence, les uns d'ailleurs casqués. On voyait très bien qu'ils sortaient des cars qui les avaient amenés souvent de province, et ils étaient un peu terrifiés par ce qu'ils voyaient et par le travail qu'ils étaient amenés à faire. C'était assez impressionnant. Par ailleurs, nous, on voyait, on était du côté étudiant, si j'ose dire, puisque en général, cette partie de la place et de la rue Saint-André-des-Arts était tenue par les étudiants, et donc les affrontements. En plus, j'avais deux de mes fils qui étaient étudiants. L'un n'était pas très intéressé, n'allait pas beaucoup aux manifestations, et l'autre, qui était étudiant en médecine, était à l'époque très engagé. Et il ramenait des copains à la maison. En plus, comme nous étions au 5e étage et qu'il y avait un balcon tout autour de l'appartement, donc un grand espace de balcon, même s'il était étroit, c'était un lieu d'observation qui les intéressait beaucoup. Et quel bilan vous en faites aujourd'hui de ces... J'étais très intéressée parce que je trouve qu'il y avait dans le mouvement de mai 68 une remise en cause d'un certain nombre de scléroses de notre société, d'idées toutes faites, de hiérarchisation à l'extrême de certaines professions, et que c'était, au fond, c'était une façon comme une autre de revoir des positions qui, dans certains cas, n'étaient plus adaptées à la société réelle. Et puis en même temps, c'était tout de même très manipulé par... c'était même pas des partis politiques à l'époque, c'était des mouvements, des petits groupes qui
qui débordait très largement ce mouvement qui était un mouvement de contestation qui se voulait très concret, aboutir à des résultats concrets. Alors le résultat, je crois que ça a fait bouger la société. En tant que femme, je me rends tout à fait consciente de ce que les femmes en ont bénéficié, parce que même avec ses excès, le mouvement féministe, qui par certains aspects était radical, avait aussi tout de même la volonté de revenir et de mettre fin à beaucoup de discriminations qui étaient encore extrêmement importantes. Même dans d'autres domaines, sur le plan des relations sociales, il y avait aussi à faire bouger les choses. Aujourd'hui, et assez vite d'ailleurs, le slogan « Il est interdit d'interdire » est apparu tout de même comme tout à fait à même de conduire à une perte des valeurs essentielles. Et quand je dis des valeurs essentielles, ce sont aussi bien celles qui unissent tous les citoyens au sein de la nation que des valeurs individuelles qui, quelquefois poussées à l'extrême, faisaient que c'était elles qui étaient mises en avant, ou même pas des valeurs, des positions individuelles, des intérêts individuels qui ont fait perdre le sens de la famille, ou fait croire d'ailleurs qu'on l'avait perdu quelquefois. Et moi, je n'étais pas du tout convaincue qu'elle soit atteinte. C'était déjà plusieurs années après mai 68, mais mai 68 était proche encore. Et j'ai fait l'expérience, la veille de Noël, de réunir beaucoup de gens, de ministères pris au hasard, des secrétaires, des huissiers, le gardien, des membres de mon cabinet, des fonctionnaires. Et j'ai demandé, c'était le soir de Noël, c'était le 24 décembre, et je devais préparer une communication sur la famille. Je leur dis, qu'est-ce que vous faites ce soir? Ils réveillannaient tous en famille. Et quand j'ai un peu développé l'idée de la famille, moi, ils m'ont tous dit, je me suis rendu compte qu'au contraire, dans cet éclatement de la société qu'avait été mai 68, dans cette remise en cause d'un certain nombre de situations, ce qui restait, c'était la famille. Beaucoup plus que l'entreprise, beaucoup plus que, je dirais même, le concept de nation ou le concept de hiérarchie de la société. Mais la famille, c'était ce qui restait, c'était la valeur refuge. Alors, quelques années après, tout le monde a redécouvert la famille, mais moi, j'ai toujours pensé qu'elle était différente, la famille. Et notamment, c'est à ce moment-là qu'on a admis les familles recomposées, qu'on les a même ensuite consolidées. Mais je crois que en France, ça n'a jamais disparu. Et ça étonnait d'ailleurs toujours, ensuite je me suis rendu compte quand je suis allée au Parlement européen, à quel point les femmes françaises étaient originales par rapport à beaucoup d'autres en Europe. Elles étaient originales parce que, d'une certaine façon, elles voulaient tout. Elles voulaient à la fois travailler. Il y a un taux, d'ailleurs, il y avait déjà à ce moment-là, très vite, il y a eu un taux d'activité féminine très important. Mais elles voulaient en même temps avoir des enfants, être mère de famille, s'en occuper, s'occuper de leur maison et être de bonnes épouses ou compagnes. C'était dans la tradition française. Depuis très longtemps, il y avait en France beaucoup plus de femmes qui avaient une activité professionnelle qu'on le disait. Mais en fait, très souvent, c'était une activité qui s'exerçait à domicile, si j'ose dire, soit dans l'exploitation familiale, artisanale, agricole. Et les femmes, il y avait beaucoup de responsabilités. Dans l'agriculture, par exemple, il y a très longtemps que les femmes ont un rôle important dans la gestion de l'entreprise familiale. Et dans la société dirigeante, les bourgeoises, à l'époque, restaient à la maison. Ah oui. Oui, mais c'est peut-être ce qui était trompeur. C'est que quelquefois, certains avaient tendance à penser que c'était une image de la société française, de ce que souhaitaient les femmes, quoiqu'il aurait fallu interroger les femmes de la bourgeoisie, de la moyenne bourgeoisie. Parce que je me souviens quand nous avons constitué un groupe de femmes pour la parité, où nous étions 10, 5 je dirais, de la majorité, 5 de l'opposition pour schématiser droite-gauche, eh bien, nous étions très libres et très amis entre nous.
Et nous avons travaillé ensemble avec beaucoup de plaisir. Et un jour, nous évoquions comme ça ce qui avait pu nous inciter à avoir une activité professionnelle, à nous engager dans la vie. Et en même temps, on était toutes mariées avec des enfants. Et toutes, c'était l'influence de notre mère. On a toutes dit, au fond, notre mère était des femmes qui n'ont pas pu travailler le plus souvent parce que leurs maris n'ont pas voulu ou que la société l'acceptait mal dans le milieu où elles avaient vécu. Et elles avaient toutes dit à leurs filles, ce que ma mère m'a dit d'ailleurs, la priorité pour une femme, c'est si elle veut avoir une vie équilibrée, si elle veut avoir une possibilité d'indépendance et de liberté, c'est, je dirais, d'autonomie, c'est d'avoir un vrai métier. Vous croyez aux valeurs du travail, vous qui nous parliez tout à l'heure d'une morale des valeurs? Oui, moi je crois tout à fait. Je crois que c'est à la fois un enrichissement et à la fois une discipline et un effort à faire. Et puis je crois que pour les femmes, penser que les femmes peuvent se dire qu'elles peuvent pleinement assumer leur vie sans trop de préoccupations si elles n'ont pas au moins la possibilité, si elles en ont la nécessité, parce qu'il y a le veuvage, il y a le divorce, un couple qui même sans divorcer ne s'entend pas bien, ou une très grande dépendance financière par rapport au mari, même si le couple marche bien, ce qui autrefois existait. Aujourd'hui, je crois que c'est moins vrai, même quand les femmes ne gagnent pas leur propre de l'argent elles-mêmes. Mais enfin, moi, je me souviens combien mon père était, il faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent à la maison, mais combien il était tatillon pour les comptes que tenait sa femme, ce qui fait que quand elle voulait simplement me gâter un petit peu, même pour une chose qui était très peu importante financièrement, elle trichait dans ses comptes, elle mettait un petit peu plus sur les pommes de terre ou les fruits ou la viande qu'elle avait achetée pour pouvoir avoir un peu d'argent. Mais c'était, je crois, ça dépend beaucoup des maris, mais c'était tout de même relativement fréquent. C'était aussi vrai, ce qui est plus extraordinaire, pour les femmes qui avaient elles-mêmes une dot, qui avaient quelquefois une certaine fortune personnelle. Et comme c'était le mari qui gérait les biens de la femme, quand il y avait un régime de communauté, eh bien, les femmes hésitaient à demander à leur mari. Elles avaient toujours l'impression que c'était l'argent du mari et elles ne s'achetaient pas des choses qui étaient tout à fait raisonnables, pourtant, compte tenu de leur mode de vie. Et vous constatez tout de même un immense progrès dans la promotion et l'émancipation des femmes, notamment par le travail. Vous avez dit, nous les femmes, nous bousculons tout. C'est à cela que vous pensiez? Oui, je crois que... Mais pas seulement. Pas seulement. Je crois qu'on bouscule beaucoup d'idées toutes faites dans tous les secteurs, pour beaucoup de choses. On n'a pas la même... Vous savez, pendant très longtemps, le féminisme, ça a été l'égalité. Et une égalité de droit qui était comprise comme une identité, comme les aspirations identiques, être satisfaite par ce qui est décidé par la loi. La loi a été faite par les hommes. Et au fond, comme je pense que les hommes et les femmes sont très différents, c'était des lois qui correspondaient à la société telle que le voyaient les hommes, aux idées qu'ils avaient, et que les femmes, leurs ambitions dans la vie, leur commodité, la façon de voir les relations humaines, l'éducation, des quantités de choses, même les loisirs, n'est pas nécessairement la même. Bon, pendant très longtemps, j'ai observé que quand les places d'avion, par exemple, les sièges d'avion, les sièges dans beaucoup d'endroits, étaient toujours conçus pour les hommes. Nous n'avons pas la même longueur de jambes, donc on n'est pas bien assis de la même façon. Enfin, que notre société, qu'il s'agisse de tout ce qui était industriel, mais aussi tout ce qui venait de la loi, était en fait beaucoup plus conçu pour les hommes. On donne souvent comme ça l'exemple des éviers qui pendant très longtemps n'ont pas eu la bonne hauteur, alors que c'était les femmes qui l'utilisaient, c'était des hommes qui les essayaient, qui dessinaient les cuisines et donc qui faisaient
des éviers qui étaient trop hauts, ou bien des étagères qui étaient aussi les étagères de placard que les femmes ne pouvaient pas atteindre. Ça, Et pour l'égalité, c'est toujours le cas, souvent. Pour l'égalité des chances, à la fois dans les carrières et dans les salaires, le retard est universel, il se constate dans tous les pays encore maintenant. Et il existe toujours. Et alors là, c'est justement ce qui est un peu décevant, c'est que même si les femmes, en France notamment, ne participent pas encore beaucoup au travail législatif, il y a entre la loi, qui est maintenant, et notamment du fait des directives européennes et de la jurisprudence de la Cour de Luxembourg, qui est extrêmement stricte pour condamner toute discrimination entre les hommes et les femmes, et bien malgré cela, les mœurs restent ce qu'ils sont. Il y a encore, comme vous l'avez dit, beaucoup de retard pour que cette égalité soit une réalité. Beaucoup de retard, qu'il s'agisse de la rémunération, où en moyenne c'est 15% de différence à travail égal et diplôme équivalent. C'est vrai pour les promotions. Très souvent, quand il y a à choisir entre un homme et une femme qui ont exactement les mêmes qualifications pour une promotion, on pense toujours, on se dit « Ah, le mari, c'est le chef de famille ». On pense toujours chef de famille alors qu'il n'existe plus, qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent seules et sont elles qui en fait s'occupent des enfants et en ont la charge financière. On a toujours peur, d'abord, aussi longtemps qu'elles peuvent encore avoir des enfants, on se dit, oh, ben, il y aura des maternités qui vont les handicaper, il va y avoir les absences pour maladie d'enfants, et puis elles sont moins précises, plus absentes, ce qui, d'après les statistiques, tout à fait inexact. À propos des valeurs du travail, je voudrais vous poser une question non dans une intention politique, mais parce que c'est devenu une question de société. Est-ce que vous auriez voté la loi Aubry? Ce qui me gêne beaucoup dans la loi Aubry, c'est qu'on n'en a pas toujours mesuré les importances sur certaines professions. Je crois qu'il y en a où il y a une possibilité, une marge dans la productivité, qu'en définitive, l'entreprise n'en a pas été, dans les grandes entreprises, certaines se sont peut-être mieux organisées, que ça a ouvert une concertation entre les chefs d'entreprise et les salariés. Mais quand on voit la situation dans les hôpitaux, par exemple, on va dire que là, il y a vraiment un très gros problème d'application. Vous qui avez rencontré la misogynie souvent dans votre carrière, une question sur ce jugement resté célèbre de Pierre Mauroy à propos de vous, c'est le seul homme du gouvernement. C'était un compliment ou encore du machisme? Je crois que dans sa bouche, c'était un compliment. Je l'ai pris comme ça. D'ailleurs, je dois dire que j'ai travaillé un peu avec lui au Parlement européen dans des conditions très agréables, mais c'était surtout un homme d'une très grande courtoisie et gentillesse. Et j'en garde très bons souvenirs de toutes les relations que j'ai eues avec lui. Puisque je suis une femme, nous avez-vous dit à plusieurs reprises, c'est en tout cas, en effet, parce que vous êtes une femme, que Valéry Giscard d'Estaing vous confie d'emblée la responsabilité du ministère de la Santé. Pour vous, pas d'apprentissage par un secrétariat d'État. Vous avez dit que le métier de ministre avait été pour vous le plus éprouvant, celui qui vous a causé le plus d'anxiété. Oui. Je dirais que c'est lorsqu'on est nommé, choisi pour devenir ministre, nommé au sein du gouvernement, on est très anxieux parce qu'on est directement responsable. On doit assumer soi-même toutes les responsabilités des décisions qui sont prises. Lorsqu'on était, comme moi, magistrat dans un ministère, on a un sous-directeur, on a un directeur, on a ensuite le ministre, et on vous apprenait comment on fait une lettre, comment on prépare un rapport, comment on regarde une question. Et je veux dire que ça m'a beaucoup aidé ultérieurement d'avoir à apprendre des méthodes de travail et qui en même temps d'ailleurs vous apprennent à assumer vos responsabilités puisqu'on voit comment elles sont exercées et ce qui dépend de vous et ce qui ensuite peut dépendre ce qui doit tout de même être contrôlé par l'autorité qui en assumera la responsabilité. Vous vous souvenez du moment où vous avez appris que vous alliez devenir ministre?
Oui, très Vous bien. nous le raconter? Les journaux en parlaient, donc mon nom avait été lancé en quelque sorte. Et j'ai été à la fois étonnée que ce soit confirmé quand on m'a téléphoné et pas complètement surprise. C'était tout de même un bruit qui courait. Mais les bruits peuvent courir et ensuite ne pas se réaliser. Vous étiez en famille? Alors, non, non, nous dînions avec mon mari chez des amis et Jacques Chirac avait pu avoir, je ne sais pas comment, le téléphone. Il y avait quelqu'un chez moi qui avait répondu, ou je ne sais pas. Et il m'a téléphoné chez ses amis après le dîner, vers 9-10 heures du soir, pour me demander si j'accepterais d'entrer au gouvernement comme ministre de la Santé. Voilà comment ça s'est passé. Et c'était ensuite, je crois que dès le lendemain ou le surlendemain, il y avait un conseil des ministres, donc très rapide. Et avant, il y avait un conseil de famille qui avait approuvé votre décision d'accepter? Oui, le conseil de famille, non, les enfants étaient adolescents encore. Il y en avait un qui était marié, mais enfin, c'était pas... Je crois qu'eux, ils étaient d'emblée tout à fait d'accord. J'en avais parlé avec mon mari, parce que c'est lui dont la vie risquait d'être changée. Elle a été effectivement très changée, parce que lorsque un homme devient ministre, la femme en général, on a un certain nombre, je dirais pas d'avantages matériels, parce que quelquefois un certain nombre de ministres, financièrement, ils perdent plutôt par rapport à leur situation antérieure. On connaît un certain nombre qui se sont trouvés dans cette situation. Mais pour la femme, c'est valorisant, c'est agréable. C'était un événement politique à l'époque. Enfin, il y a beaucoup de choses. C'est une reconnaissance de son mari et la perspective d'un certain nombre de choses sur le plan social qui sont très satisfaisantes. Tandis que pour les hommes, c'est en général tout de même un problème. C'est un problème de protocole, c'est un problème de situation financière dans certains cas, ça dépend dans quel cas, mais les hommes, par exemple, s'il se trouve que de ce fait, sa femme gagne plus d'argent que lui, à l'époque, surtout maintenant, un certain nombre ont pris l'habitude, mais enfin, à l'époque, c'était assez rare que les femmes soient mieux payées que leur mari. Et puis c'est une situation... il devient protocolairement un peu soumis et socialement dans un cran plus bas que sa femme. Il vient un peu presque au sort. Et c'est pas très facile pour les maris un peu machos, mais même pour ceux qui ne le sont pas. Même pour ceux qui ne le sont pas, parce que la société n'en a pas l'habitude, et donc la société ne les considère même pas comme ils considèrent l'épouse d'un ministre. Puis alors tout d'un coup, surtout les hommes se rendent compte de ce que c'est d'aller quelque part et que on ne s'occupe que de l'autre. Les femmes, elles ont l'habitude d'être la compagne. Très souvent, je dirais que dans la vie sociale, on n'est plus très souvent l'épouse n'est que l'épouse. Elle va souvent plus dans le milieu de son mari pour, je dirais, la vie sociale, parce qu'en France, ce qui n'est pas vrai partout, mais en France, beaucoup des activités sociales sont liées à la profession du mari. Et d'ailleurs, même quand les deux travaillent, c'est souvent le mari qui entraîne plus que la femme vers ses propres relations. Et donc, on regarde celui qu'on connaît le mieux, et c'était toujours l'homme. Et tout d'un coup, il dit, les gens vous bousculent, vous marchez sur les pieds, vous arracherez votre n'importe quoi, et vous n'existez pas. On est comme une ombre, on n'existe pas. C'est le monde conjugal à l'envers. Oui, c'est le monde conjugal à l'envers. Mais les femmes ont l'habitude. J'ai eu beaucoup de problèmes avec le protocole. J'ai beaucoup protesté, mais je ne suis pas arrivée à mes fins. Parce que mon objectif était que les hommes et les femmes soient exactement placés dans la même condition. C'est-à-dire que si le protocole qui veut dans tous les pays que les femmes aient les mêmes protocoles que leur mari, il fallait que l'inverse soit vrai. C'est-à-dire qu'il fallait que leur mari, que les maris aient le même protocole que la femme. C'est-à-dire que si la femme avait
était à la 10e place, compte tenu du ministère qu'elle occupait, ou à la 3e, ou à la 25e, le mari soit au même endroit, qu'il ne soit pas exilé au bout de la table. Et mon mari était toujours exilé, alors ce qui fait qu'on était séparés, on ne se retrouvait pas à la fin du dîner. Enfin, il trouvait ça tout à fait Vous ne supportiez insupportable. pas l'exil. Et alors, j'en ai parlé au protocole, et qui m'a dit cette chose extraordinaire. Il m'a dit, mais vous ne voudriez tout de même pas que votre mari soit, avant monsieur, je ne dirais pas lequel d'ailleurs, c'était il y a longtemps, un secrétaire d'État que vraiment... je ne voyais pas pourquoi mon mari ne serait pas après ce secrétaire d'État, aussi bien que moi, comme femme, j'étais derrière l'épouse d'une femme de ministre et que je l'acceptais très bien. Le ministre était d'un rang protocolaire plus élevé que le mien. Moi, j'acceptais très bien derrière son épouse, puisque c'était le protocole. C'est comme ça, le protocole. Mais je ne voyais pas pourquoi c'était pas, dans les deux cas, similaire. Et je crois que, alors, on m'a dit, on m'a fait une concession, on m'a dit, il sera le premier de ceux qui ne sont pas au gouvernement. Bon, j'ai dit, si vous voulez, mais enfin, je ne vois pas pourquoi. Comment cela s'est passé entre vous et les hommes ministres au Conseil du mercredi à l'Élysée? Très bien, vraiment aucun problème. D'abord, c'était le choix du président, donc il n'était pas remis en cause. J'étais très amie avec Jacques Chirac, le Premier ministre, et je connaissais bien un certain nombre de gens qui étaient autour de la table. De toute façon, vraiment, c'était très convivial. Et s'il pouvait y avoir des problèmes, c'était des problèmes qui étaient liés aux anciennes appartenances, selon leur formation politique, et tout un passé qui n'était pas toujours très simple, mais pas du tout, qui ne rejaillissait pas du tout sur l'atmosphère du Conseil, en tout cas sur les relations que je pouvais avoir avec les uns et les autres. J'en conserve un très bon souvenir. C'était beaucoup plus difficile au Parlement. Avant même la question de l'IVG, un certain nombre de parlementaires étaient très sérieusement machistes. Vous êtes ministre de la Santé. Nous en venons maintenant à cette fameuse loi Veil, cette loi historique de 1975 sur l'interruption volontaire de la grossesse, car tout de même, quelle révolution dans cette évolution. Quand on pense qu'en moins de 35 ans, on est passé de l'exécution des faiseuses d'anges guillotinées par Vichy à la légalisation de l'avortement par le Parlement d'un pays paysan, bourgeois, catholique à 80%, particulièrement verrouillé sur les mœurs, qui aurait pu le prévoir? Oui, une grande porte avait tout de même été ouverte par Lucien Neuwirth quand il avait défendu la proposition de loi sur la contraception. Parce que c'est tout de même... au point de vue de la société, c'est là la véritable révolution. Je comprends bien que ça soit un changement beaucoup plus brutal et une décision beaucoup plus radicale et beaucoup plus difficile à faire voter. Mais sur le plan culturel et quand on regarde les sociétés telles qu'elles sont organisées, c'est la contraception qui donne à la femme la maîtrise de la procréation. Et que c'est ça qui est un bouleversement. D'ailleurs, au Sénat, les sénateurs ne s'y sont pas trompés. Parce qu'avant de défendre la loi sur l'IVG, on avait aménagé, un peu modifié la loi sur la contraception, la loi de 64, et il y avait eu beaucoup de résistance au Sénat. Beaucoup de résistance et des propos surtout tout à fait extraordinaires. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que le fait de vouloir un peu libéraliser la pilule, que les ordonnances soient plus facilement délivrées, que pour les mineurs, pour enfin un certain nombre d'aménagements de la loi, et aussi la création d'un centre d'information sur la contraception et la procréation, ça avait soulevé au Sénat des colibets et des propos très désagréables. On avait l'impression que la contraception, c'est la luxure. C'est la liberté de la femme, car effectivement, la contraception, c'est la liberté de la femme. C'était quelque chose, les femmes leur échappaient, c'était quelque chose pour eux d'insoutenable, surtout chez les plus âgés d'entre eux à l'époque. Et
je sais pas, c'est vraiment, si on relit le JO, on doit voir des choses tout à fait, si ça a été enregistré par le JO, tout à fait extraordinaires. Ces débats étaient absolument, absolument étonnants. Et c'est là où je me suis rendu compte que, ensuite, en présentant que j'ai pu faire la différence avec le débat sur l'IVG, c'est que ça a été des arguments tout à fait différents. Ça a été l'atteinte portée à la vie, ça a été des questions religieuses, philosophiques, un débat tout différent. Parce qu'au fond, même s'ils ne voulaient pas l'admettre absolument, la plupart de ces parlementaires ont bien eu conscience que tout de même l'avortement était pour les femmes quelque chose de difficile, de pénalisant, qui la marquait, et que ce n'était pas simplement pour la gaudriole, si vous me permettez l'expression. Tandis que la contraception, c'était ça pour eux. C'était vraiment pour un certain nombre d'entre eux, et de façon très extraordinairement hypocrite. L'idée que leurs femmes puissent utiliser des contraceptifs, ils se disaient, si elles les utilisent, c'est pour d'autres, donc où va-t-on? Je crois qu'il y avait ça dans leur... Pour votre loi, vous avez parlé d'un texte médité. C'est un mot rare en politique. Oui, c'est une question, je crois, sur laquelle les magistrats qui, justement, se tenaient à un devoir de réserve, ce qui fait qu'entre eux, souvent, ils n'avaient pas tellement de débats pouvant amener à prendre des positions sur des questions controversées. Et qu'ils ne prenaient pas non plus part à des débats politiques. Tandis que l'avortement avait posé à beaucoup qui avaient siégé dans les tribunaux, et surtout dans les petits tribunaux où on avait des affaires de toutes sortes, et où il y avait souvent des affaires d'avortement, enfin il pouvait y avoir des affaires d'avortement, ils en étaient restés très marqués, et il y avait là des positions très tranchées. Ceux qui, pour des raisons religieuses ou philosophiques, étaient absolument hostiles, et puis ceux qui, depuis très longtemps, auraient souhaité une modification profonde de la loi, l'abrogation de la loi 1920 et l'adoption d'un texte beaucoup plus libéral. Et à la direction criminelle, par exemple, où on préparait les projets de loi quand le ministre souhaitait pouvoir soumettre un texte au Parlement, c'était la direction criminelle quand c'était des textes pénals, ce qui était le cas en matière d'avortement. Je sais qu'un certain nombre de collègues avaient sous la main depuis très longtemps des projets, espérons toujours qu'un garde des Sceaux prendrait l'initiative de modifier le code pénal. Et en attendant, d'ailleurs, les sanctions du code n'étaient pas appliquées. Alors, il y avait d'ailleurs une circulaire. C'était tellement peu appliqué qu'il y avait une circulaire au parquet pour leur dire de ne plus requérir de peine et même, le cas échéant, de ne pas poursuivre. Les circulaires n'ont pas de valeur législative, ce qui n'empêchait pas certains parquets de le faire, et surtout de mettre les magistrats dans un très grand embarras. Puis certains, d'ailleurs, restaient tout à fait favorables et étaient même très, très répressifs sur ce point. Il y a eu des magistrats célèbres à Paris, autrefois, extrêmement répressifs en matière d'avortement. Ils étaient très contents quand ils pouvaient poursuivre un médecin, une sage-femme ou quelqu'un d'autre. Quelles ont été les plus grandes difficultés dans vos souvenirs? Définir la notion de détresse pour éviter les avortements de confort, de commodité, qu'on vous reproche encore parfois aujourd'hui? Non, nous n'avons même pas essayé de définir la notion de détresse. Comme la notion de détresse, c'était au fond la responsabilité de la femme. C'est elle-même, on n'a jamais cherché même à le définir, c'est la femme qui, elle-même, se déclarait dans l'incapacité de pouvoir assumer une grossesse dans les conditions où elle était. Mais comme c'est un acte de responsabilité, on voulait qu'elle soit amenée à réfléchir, et c'est pour ça qu'on avait introduit à la fois une consultation l'avis d'un médecin qui pouvait la mettre en garde, qui pouvait aussi lui expliquer la contraception, qui pouvait lui dire les conséquences qu'il pouvait y avoir, et puis aussi une consultation sociale, les deux qui devaient avoir lieu 8 jours au moins avant sa décision définitive. Parce que, notamment, on voulait qu'une femme puisse... C'était pour répondre à tous ceux qui nous disaient « mais si les femmes, on peut les aider, elles renonceront très souvent à un
un avortement, il faut donc qu'elles sachent qu'il y a des maisons maternelles, qu'elles peuvent avoir des allocations et un certain nombre d'autres choses. Et puis aussi les amener à réfléchir sur l'importance de cette décision. C'est vous qui avez imaginé de donner aux médecins le droit de s'opposer en conscience à un avortement ? Nous l'avions imaginé, on trouvait ça tout à fait normal, que non seulement le médecin, mais que personne de l'équipe ne soit obligé de le faire. Je ne sais pas, est-ce qu'on l'a imaginé ou est-ce qu'on nous a dit, mais enfin moi ça me paraissait de toute façon tout à fait normal, que c'était dans tous les sens une loi de responsabilité. Donc une responsabilité de dire oui et une responsabilité de dire non pour tous ceux qui étaient associés. Non, ce qui nous a été demandé par l'Église, je crois, de ne rien trahir comme secret, c'est qu'il y ait aussi une clause de conscience, et ça on n'y avait pas pensé, on ne l'avait pas envisagé, et je l'ai accepté. Je m'y suis engagée, une clause de conscience pour les établissements privés de caractère religieux. Et qui voulait, enfin, quand le conseil d'administration d'un établissement privé souhaitait imposer à son personnel une clause de conscience. Alors j'étais un petit peu étonnée qu'on me... C'était qui l'Église, on peut le savoir? Non, c'est un évêque qui vit toujours, c'était à un niveau élevé. Un niveau élevé, un sage qui m'avait, enfin que j'avais vu très, très longuement sur ces questions. Et qui m'a dit, pour nous, c'est une chose importante. Et donc, j'avais pris l'engagement. Mais ça a suscité le seul vrai incident grave pour le texte, parce que quand cette clause, qui n'avait pas été prévue à l'origine, a été introduite par amendement, Monsieur Defferre, qui présidait le groupe socialiste, avec lequel d'ailleurs j'avais de très bonnes relations par ailleurs, que je connaissais bien. Disons tout de suite, c'est grâce aux voix de gauche que le texte a été adopté, d'ailleurs. Et donc j'avais besoin des voix de gauche pour que ce soit voté. Et quand j'ai accepté l'amendement acceptant cette clause de conscience, il a hurlé, il a dit mais c'est pas, enfin c'est pas acceptable, ça n'était pas question dans le texte, nous ne le voterons pas. Et nous avons demandé d'un commun accord une suspension de séance, et je lui ai expliqué la situation. Voilà, mais c'est pas son incident. Et pour l'anecdote, tout de même, sans citer de nom, il y a un des ministres au gouvernement qui m'a dit, mais enfin, comment est-ce que vous avez pu accepter cette clause ? Dans mon département, il y a surtout des établissements privés, et alors, que feront les femmes ? Alors je dis, mais je suis stupéfaite, parce que vous m'avez dit être contre la loi. Et maintenant, vous me dites que cette loi, que j'aurais dû accepter. Ah oui, mais enfin, il faut bien régler les situations. Alors voilà, ça montre qu'il y avait dans tout ça pas mal de postures qui ne correspondaient pas toujours aux réalités. Et je parlais de révolution tout à l'heure. En permettant aux femmes de prendre seules leurs décisions sans avoir même à consulter celui qui est cependant le géniteur, n'avez-vous pas renversé un peu loin et un peu fort au profit des femmes l'inégalité des sexes? Mais vous savez, on est encore aujourd'hui, mais à l'époque encore bien davantage, dans une période où le nombre de femmes restait avec des enfants, attendait des enfants, sans que le père s'en préoccupe le moins du monde. Et un certain nombre d'hommes auraient été tout à fait incapables de dire le nombre d'enfants qu'ils avaient et lesquels. Alors, il nous a semblé que, vraiment, en l'espèce... d'ailleurs, je crois que c'est le cas dans toutes les lois qui existent. Je ne crois pas que le père... On ne pourrait de toute façon que consulter, le cas échéant, le mari, ou le pacsé maintenant, puisqu'il y a un pax. Mais je crois qu'il faut bien dire que les avortements étaient aussi quelquefois provoqués pour éviter un enfant adultérin, et qu'on aurait provoqué aussi d'autres drames. Les Français se sont passionnés pour le débat qui était retransmis non-stop en direct de l'Assemblée à cause d'une grève des programmes de la télévision. Et je voudrais vous lire ici le témoignage d'un téléspectateur. Ce qui m'a le plus ému,
L'image qui m'a le plus ému est celle de Simone Veil dans son tailleur de Chanel, pleurant de détresse à la fin d'une séance de nuit. Elle avait été grossièrement mise en cause, elle avait craqué sous la fatigue, sous l'insulte et peut-être sous les souvenirs. Ce téléspectateur, c'était Valéry Giscard d'Estaing. Que pensez-vous de son récit dans ses mémoires, je suis Le pas pouvoir sûre. et la Alors, vie? c'est l'interprétation qu'on a faite de mon image. Et je crois qu'elle n'est pas... Vous savez, il faut toujours se méfier Ouais, des elle est coulée dans le souvenirs. béton, cette image. Elle est coulée dans le si je peux béton. dire. Elle est coulée dans le béton. Mais je sais que dès que j'ai vu la photo, et que j'en ai vu, puisqu'elle a été publiée très rapidement, et dès que j'en ai vu l'interprétation, ça n'est pas du tout ce souvenir que j'en avais. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement un incident très, très lourd, et beaucoup plus qu'un incident, enfin. Mais je crois que celui qui l'a provoqué a été beaucoup plus ennuyé que moi. Je ne dirais pas non plus son nom, parce qu'il a dit qu'au fond, j'étais un peu comme les gens qui avaient jeté les enfants juifs dans les chambres à gaz, ou à peu près, enfin, accusés de génocide. Bon. Alors, mais même de mettre de brûler. Alors, il y a eu évidemment un tollé. Il ne savait pas. Je crois qu'il était vraiment. Il ne savait rien. Il y a eu un tollé dans l'hémicycle. Les gens hurlaient. Enfin, et il est venu s'excuser. Et je ne crois pas que ce soit à ce moment-là du tout qu'on a vu, on m'a attribué, mais je ne crois pas. Il faudrait que je retrouve le photographe pour lui demander. Il me le dirait peut-être. Mais moi, je ne crois pas. Je crois simplement que c'est quand vers 3-4 heures du matin, j'étais fatiguée et que je me suis mise comme ça pour me reposer. Je ne crois pas du tout que, voilà, avoir eu... parce qu'en général, quand je suis en colère, je ne pleure pas tellement. C'est pas ça qui me fait pleurer. Oui. Ça me stimule plutôt. Occasion de rappeler ici qu'il vous arrive souvent d'être en colère. De temps en temps. Je pense que certaines critiques et insultes étaient pour vous d'autant plus douloureuses qu'elles émanaient de votre propre camp. Les insultes, ce n'est pas tellement le fait qu'elles émanaient de mon camp. C'est qu'en réalité, pour certains d'entre eux, on venait donner un certain nombre d'exemples de leur propre existence qui, en fait, ne correspondaient pas du tout à la posture, je viens d'en parler, qu'ils prenaient. Et donc, c'était simplement la consécration de l'hypocrisie qu'il y avait en la matière. D'ailleurs, certains l'ont carrément dit à la tribune. Il y a eu quelques propos disant « mais on sait très bien que ça s'arrange dans certains cas, les jeunes filles de bonne famille pour lesquelles ce serait trop choquant, ça serait un scandale si elles avaient un enfant, trouvent toujours à s'arranger ». Alors ça, c'était vraiment le genre de propos insupportable. Insupportable. Et alors, ce qui est curieux, c'est qu'en même temps, et là, je citerai quelqu'un qui a joué un rôle très, très remarquable, qui est Claudius Petit. Claudius Petit, qui a fait vraiment une intervention très remarquable pour soutenir le vote de la loi. Et d'ailleurs, intervention qui a, je crois, entraîné un certain nombre de votants. Était très catholique, très engagé. Et ce qu'on appelle, non, je ne dirais pas un homme de bien, parce que ça a pris malheureusement quelquefois une connotation qui n'est pas forcément toujours complètement positive. C'était quelqu'un d'admirable. Un sage, alors. C'était un sage, et plus que ça. Extraordinairement humain, c'était quelqu'un vraiment d'exceptionnel. Et je suis convaincue que si dans son voisinage ou dans ses proches, quelqu'un s'était trouvé en grande difficulté, jamais il n'aurait accepté pour quelqu'un cette solution. Jamais. Donc que ça allait à l'encontre de ses convictions personnelles, mais qu'en même temps, il a été sensible aux cas très difficiles, aux situations très difficiles, humainement, que pouvait entraîner une grossesse non désirée. Et c'était très courageux de sa part. Vraiment, c'était formidable. Mais je dirais d'ailleurs qu'au moment de la loi, j'ai reçu un certain nombre de lettres de gens qui étaient des gens d'église, des prêtres ou autres, et qui m'ont dit qu'ils avaient connu des situations très difficiles. Et d'ailleurs, si on m'avait demandé qui est une clause de conscience pour les établissements privés, c'est parce que, autant que je sais, je crois que dans certains établissements, notamment quelquefois des religieuses hospitalières, l'avaient fait. Alors, vous savez, c'est énervant un débat comme ça. Puis quand surtout le débat n'est même au-delà des arguments, même très forts, très radicaux, très brutaux, mais deviennent des insultes personnelles, oui, c'est pénible. C'est un débat qui a été difficile jusqu'au moment où il y a eu le premier vote
qui est intervenu, qui était le vote indicatif, où ça y est, la décision a été prise, qui est à peu près à moitié du débat à l'Assemblée nationale, à ce moment-là, j'ai fait ouf. Enfin, je me souviens que mon attaché parlementaire qui était derrière moi, pendant qu'on attendait, il y avait un scrutin public, alors c'est un peu long, je me suis retournée, il était blanc comme un linge, et je lui ai dit, mais écoutez, c'est tout de même pas notre vie qui en dépend, tellement j'ai cru qu'il allait se trouver mal en attendant le scrutin qui a été, pas avec une très grande marge, une petite marge. Mais au fur et à mesure du débat, je crois, le vote final a été plus important. Et paradoxalement, le débat était plus facile au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, alors que Giscard pensait que ça ne serait jamais voté au Sénat. Et je pense que les sénateurs avaient dû recevoir pas mal de courriers de leurs électeurs et électrices leur disant de ne pas désavouer l'Assemblée nationale et de voter pour... Et pour vous, le temps des insultes est passé? Oui, je reçois de temps en temps, oui, je reçois de temps en temps une lettre, mais enfin pas beaucoup. Et je dirais que dans la rue 2 ou 3 fois, j'ai été agressée très, très durement par des gens odieux. Enfin bon, ça n'a aucune importance. Mais que je suis toujours étonnée de la gentillesse des gens dans la rue et le nombre de femmes qui alors, encore aujourd'hui, m'arrêtent, me parlent pendant un moment, me disent « mais c'est grâce à vous, vous avez changé notre vie », etc. Et même des femmes dont je pensais que par la génération, ça n'avait pas beaucoup changé, enfin elles n'étaient pas concernées.